Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Bienvenue sur H Télévision, bienvenue sur Réalité économique, votre émission où on analyse et décrypte l'actualité économique et financière du Cameroun et de toute l'Afrique. Il y a un peu plus d'un an, alors que le Cameroun enregistre ses premiers cas de décès de suite de coronavirus, un homme, Maurice Kamto, président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, lance l'initiative Survie Cameroun Survival Initiative en vue de soutenir les Camerounais dans la lutte contre cette forte pandémie. L'initiative connaît une forte adhésion de tous les Camerounais, ceux résidant au pays ainsi que ceux de la diaspora. On comptabilise au bout de quelques mois un peu plus d'1 million d'euros déjà collectés sur le site internet. Mais seulement les contributeurs constatent un écart de plus de 300 000 euros entre les sommes affichées sur le site web du projet et les fonds disponibles dans les comptes du MRC. Au sein de l'opinion publique, immédiatement les choses vont donc s'emballer, accusant le MRC et son leader d'avoir détourné une partie des fonds mis à disposition dans le cadre de cette opération. Un premier audit sera commandé par le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun et au terme de cet audit, l'hypothèse d'un second compte créé dans lequel l'on aurait viré ces fonds a donc été évoqué par le cabinet ACDB Consulting. Eh bien, on me posera la question pourquoi on en parle aujourd'hui, pourquoi on en parle dans le cadre de l'émission Réalité économique. Tout simplement, eh bien, parce que c'est une opération qui a mobilisé un peu plus de 800 000 euros. Opération qui a donc également suscité l'engouement de milliers de Camerounais qui ont donc apporté des fonds et donc qui nous intéresse à plus d'un titre. Eh bien, aujourd'hui, un peu plus de 3 audits ont déjà été réalisés dans le cadre de cette opération. Le rapport final est déjà disponible sur le site de Cameroun Survie Survival Initiative. Face à la presse, il y a quelques jours, Maurice Kamto a apporté des clarifications sur cette question. Il n'en demeure pas moins que des points d'ombre subsistent sur cet audit qui résolument crée la discorde au sein de l'opinion publique. Qu'a-t-on fait des montants collectés par les Camerounais dans le cadre de l'initiative Survie Survival Initiative? Maurice Kamto est un militant de première heure du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Il est par ailleurs notre invité ce soir. Maurice, bonsoir. Merci de nous faire l'honneur de votre présence sur ce plateau. Bonsoir Cédric Diongo, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Oui, alors je rappelle que de formation, vous êtes comptable fiscaliste, vous êtes par ailleurs directeur général de Vision Conseil, bien évidemment, et je ne manquerai pas de dire, de souligner que vous êtes militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun, récemment nommé au sein d'une task force créée par Maurice Kamto. Bien sûr, j'aborde tous les casquettes que vous avez citées tantôt. Je suis comptable fiscaliste et je dirige un cabinet comptable et fiscal du côté de Bastos, ici même à Yaoundé. Je suis également militant du MRC depuis 2013, oui. Donc pratiquement 8 ans aujourd'hui. Et donc c'est une fierté d'avoir milité dans ce parti-là, d'avoir grandi dans ce parti-là, parce qu'aujourd'hui, les responsabilités qu'on nous confie au sein du parti, c'est justement parce qu'on a fait du chemin. Et donc, aujourd'hui, je voudrais dire par rapport à la task force que vous avez évoquée tout à l'heure, il s'agit tout simplement de redynamiser les structures du parti au niveau de la fédération régionale du centre 3. Donc, il y a une équipe qui a donc été mise sur pied et donc validée par j'allais dire, le communiqué du président national, M. Maurice Kamto, qui donc a mis sur pied cette task force-là et notre travail sera rendu dans 6 mois. Donc, on a un gros boulot à faire et on va se rassurer que les structures du parti existent et qu'elles fonctionnent réellement dans la fédération régionale du centre 3.
Alors, je rappelle également que vous êtes chargé des relations avec la télévision pour le compte du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Avec vous, nous aborderons un sujet essentiel qui fait bouger, qui a suscité un tollé au sein de l'opinion publique camerounaise. C'était en tout cas en 2020, je l'ai évoqué tout à l'heure, avec la pandémie du coronavirus. Maurice Kamto s'est présenté devant les Camerounais comme étant celui-là qui entendait apporter une solution pour les préserver de cette pandémie. Il a lancé un appel à l'épargne publique. Des contributions sont venues d'un peu partout dans le monde, mais aujourd'hui, il y a un gap d'un peu plus de 300 000 euros, soit près de 180 millions de francs CFA qui a été constaté. Eh bien, Maurice Kamto était, comme je vous le disais, face à la presse en fin de semaine dernière. Je vous propose d'écouter juste un extrait de ce qui a été dit au cours de cette rencontre. Et on revient sur le plateau avec vous pour avoir davantage d'explications techniques sur les réelles raisons de cet écart constaté dans les fonds collectés par le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. S'agit-il d'un vol, comme le prétendent certains? Les explications de Maurice Kamto. Opération. En très simple, ce que nous disent les membres du consortium, c'est-à-dire les 3 cabinets que nous avons commis pour faire un audit de clarification, c'est qu'il n'y a pas eu de disparition d'argent, mais un dysfonctionnement technique entre le dispositif d'affichage sur le site internet de cameroonsurvival.org et les sommes collectées par les plateformes de collecte PayPal et Stripe et virées sur le compte SCSI. Autrement dit, les contributions qui au début étaient faites uniquement en euros ont à partir du mois de juin 2020 été faites dans différentes devises à la demande des donateurs qui étaient de pays autres que les pays membres de l'euro. Et donc, ils pouvaient contribuer en dollars des États-Unis ou en livres sterling, qui est la monnaie britannique. Seulement, lorsqu'ils contribuaient dans ces devises, il fallait que ces devises soient converties en euros, puisque le compte de SCSI est un compte d'euros. SCSI n'avait pas de compte en dollars, ni de compte en livres sterling. Mais PayPal et Stripe reçoivent, eux, cet argent et transfèrent, après leur propre conversion, directement sur le compte. Le convertisseur de la plateforme, c'est là que le problème est apparu. Le convertisseur de la plateforme, qui est un convertisseur, fait disons, sur la base d'un logiciel édité par un éditeur de logiciel américain qui s'appelle, donc le logiciel s'appelle Give, G-I-V-E, W-P, Give, W-P. Donc, ce convertisseur a fait un bug qui existe avant même que, plus exactement, que SCSI utilisait ce convertisseur avant même que le bug ne soit détecté. Mais SCSI n'a pas été le seul à souffrir de ce bug. D'autres utilisateurs du même logiciel ont connu le même bug. Autrement dit, donc, la différence entre ce qui est affiché sur le site web, et ce qui est sur le compte est une différence due à ce bug informatique qui n'affecte pas la réalité du montant des sommes collectées, c'est-à-dire des donations faites et transmises effectivement à SCSI sur son compte. Alors, Maurice Kemou, un bug informatique à l'origine, un bug informatique a donc été localisé dans le convertisseur des devises. Est-ce que c'est suffisant pour expliquer le gap qui est constaté aujourd'hui? Écoutez, c'est tout à fait suffisant. Moi, je pense que ce n'est pas le professeur Maurice Kamto qui le dit, c'est le rapport d'audit qu'il a lui-même commandé, qui a servi sa copie. Et donc, dans cette copie-là,
Il ressort donc que la raison de ce gap-là, c'est justement qu'il y a eu un bug informatique. Pour le dire simplement, et je crois qu'il l'a bien expliqué, il a bien étayé dans la vidéo que vous avez passée tout à l'heure, je crois que c'est un logiciel. On dit souvent que l'homme a fabriqué la machine et puis la machine est arrivée à le trahir. C'est un logiciel. Et là, je vais faire le lien avec ma profession de comptable pour expliquer au peuple camerounais de manière très simple. C'est pourquoi on vous a convié. Très bien. Il m'arrive, dans le cadre de mon travail professionnel, d'aller installer également des logiciels de gestion dans des supermarchés. Et il m'est arrivé plusieurs fois d'ailleurs, et on avait attiré justement l'éditeur du logiciel sur la question. Donc il nous est arrivé d'aller installer le logiciel de gestion Sage, sans publicité, Sage Sari, mais maintenant qu'on appelle Sage, dans un supermarché. Et puis, c'est-à-dire quand vous arrivez dans un supermarché, vous prenez votre produit, tout est déjà dans la machine, le prix du produit. Quand vous allez voir la caissière, elle met dans la machine, le prix s'affiche et puis elle tire le ticket de caisse et vous êtes servi. Il peut arriver donc une caisse à plusieurs, je vais dire plusieurs caissières qui gèrent la même caisse. Une peut gérer du matin à 18 h, peut-être l'autre prend de 18 h et c'est pas minuit. Il arrive donc que quand une quitte la caisse, elle a clôturé la caisse avec un montant. Or, elle avait également pris la caisse avec un montant initial. Il peut arriver donc qu'elle clôture sa caisse. Normalement, quand vous entrez dans le logiciel, vous devez savoir à partir des facturations qu'il y a eu et à partir du montant auquel elle a pris sa caisse le matin. Ça veut dire, si elle a pris la caisse, il y avait 10 000 dans la caisse, ça affiche 10 000. Si elle a fait des ventes durant toute la journée, peut-être de 50 000, ça veut dire que le total en caisse est censé être 60 000. Donc 10 000 qu'elle a trouvé plus les 50 000 de ventes de la journée. Il arrive que ça affiche 80 000. On va peut-être penser que la caissière a volé 20 000 dans les caisses parce que quand on va comptabiliser l'argent réel, c'est 60 000 qu'il y a là. On va penser que la caissière a volé alors qu'il y a eu justement un bug informatique. Donc il y avait ce problème-là tout simplement pour revenir au cas de survie Cameroun qui est arrivé. Et ce n'est que normal. Et je vous le dis, Maurice Kamto a voulu faire la clarification de cette situation. C'est pourquoi on est allé jusqu'à 2 audits. Parce qu'il faut quand même dire que le premier audit qu'il avait commandé n'a pas... ceux-là ont donné des hypothèses. Alors, l'hypothèse, c'est qu'un compte bancaire alternatif aurait été créé. On parle bien sûr d'hypothèse. Un compte bancaire alternatif aurait été créé et les fonds transférés sur ce compte qui n'est pas celui du MRC. Alors, le compte principal dans lequel les fonds étaient supposés être versés. Alors ça, c'est une hypothèse. C'était une hypothèse, donc. Que le cabinet ACDB Consulting avait émise pour justifier... Voilà. Absolument. Ils avaient également émis l'hypothèse du bug informatique, mais sauf qu'on attendait un travail réel qui nous dit exactement ce qui s'est passé. On n'avait pas besoin d'hypothèse. Et c'est pourquoi, pour faire la clarification de cette situation-là, Maurice Kamto a donc commandé un second audit qui a été mené en triplex par 3 cabinets qui sont arrivés donc à la même conclusion, cette fois-là, qu'il y a eu un bug informatique qui est donc lié au logiciel de conversion de la monnaie. Parce qu'il faut quand même le dire, Survie Cameroun était en Europe, en tout cas était créé en Europe, et on collectait les fonds en euros. Or, les contributeurs venaient de partout dans le monde. Il y en avait qui contribuaient en dollars, en livres sterling, etc. Et donc, il y a eu un problème au niveau de la conversion pour obtenir la valeur de leur contribution en euros. Alors, du coup, il y avait donc sur le compte PayPal, pour qu'on se comprenne bien, il y a un montant qui était affiché, que les contributeurs pouvaient voir, mais qui n'était pas le montant réel en caisse. Et donc, il y avait donc un surplus qui a été créé du fait de, je vais dire, de cette mauvaise conversion, de l'erreur que commettait le logiciel de conversion. C'est-à-dire que on pouvait convertir 500 euros je vais dire 500 dollars en euros, mais ça met peut-être 5000 euros. Alors qu'il fallait faire... C'est-à-dire qu'il y a eu ce problème-là tout simplement. Et il faut que les Camerounais comprennent aujourd'hui que
On a dit, nous, au MRC, qu'on va faire la politique autrement. Oui. Le professeur Maurice Kamto n'a pas besoin, vraiment, il n'a pas besoin, pour une opération comme celle-là où il a lancé, pour quelqu'un qui a travaillé au gouvernement pendant 7 ans, qui n'a pas pris une seule aiguille. Vous savez très bien que nos prisons sont bondées des gens qui ont piqué dans les caisses de l'État et qui aujourd'hui se retrouvent à Kondengui, à la prison de Nebel-Adouala, etc. Mais cet homme, je vous le dis, pour la persécution que le MRC subit aujourd'hui, le peuple camerounais sait que s'il avait pris un seul centime dans le gouvernement, il n'aurait pas fait 9 mois de prison pour le motif qu'on connaît. Oui, alors, il serait arrêté depuis des années parce que s'il y avait un seul petit dossier sur lequel on pouvait l'inculper, ce serait fait. Donc ce n'est pas Maurice dans Como, le cadre d'une opération comme celle-ci Como, qu'il va venir faire la même base sur oui. l'argent collecté par tous les contributeurs. Oui, mais nous ne parlons pas là de Maurice Kamto, nous parlons probablement de ceux qui étaient autour de l'opération, présidée par Christian Penda Ekoka, l'un de ses conseillers, qui est d'ailleurs président d'un mouvement, le mouvement Agir. Alors, il va sans dire que il y a de cela quelques temps après que l'opinion se soit enlisée sur l'affaire, il y a quand même des responsables qui ont été indexés sur la question. Est-ce à dire qu'il y avait à ce moment-là une crise de confiance qui régnait au sein du MRC et que le rapport d'Audi va venir un peu apporter d'accalmie? Alors sinon, comment comprendre que le professeur Maurice Kamto ait à ce moment-là adressé, j'allais dire, des mises en garde vis-à-vis de certains de ses proches collaborateurs? Est-ce à dire qu'il n'y a pas une confiance qui règne même au sein de votre parti déjà? Non, il ne s'agit pas d'une histoire de confiance. En même temps, la confiance n'exclut pas, certains aiment dire la méfiance, mais dans ce cas précis, la confiance n'exclut pas le contrôle. Oui. Et donc, il y a eu des levées de voix quand cette affaire a commencé. Mais ce qui était logique, et ce que le professeur Maurice Kamto a fait, c'était de mettre de côté, de suspendre ceux-là dont on pensait qu'ils ont posé des actes condamnable. Oui. Et c'est pourquoi d'ailleurs le représentant Europe du MRC, M. Ndjoko, a été suspendu de ses fonctions pour que clarté soit faite sur la situation. Et tant que c'est fait, il peut revenir à son poste. Aujourd'hui que le rapport d'audit est connu, a été rendu public et que les raisons ou bien la raison principale vous êtes en train de est nous dire connue. que la suspension la décision de suspension avait été prise sans qu'il y ait véritablement d'éléments de preuve qui puissent démontrer que M. Henri Djoko était impliqué dans une malversation quelconque. Non, écoutez, il était tout à fait normal. Et il faut féliciter, n'est-ce pas, cette posture qu'a pris le MRC et sur l'impulsion du président Maurice Kamto. C'est-à-dire qu'il y avait des suspicions. Oui. Il était tout à fait normal que si on dit que vous êtes coupable ou bien il y a l'argent qui manque dans les caisses, ben on vous met d'abord de côté. On fait la clarification. Mais ce n'est pas une radiation du parti. Oui. C'est une suspension temporaire, le temps de l'audit, donc le temps de faire tout simplement la clarté sur la situation qui avait cours. Et donc, la situation aujourd'hui a été soldée. Le résultat de l'audit est connu. La raison principale, c'est qu'il y a eu un bug informatique. Ça veut dire en français facile qu'aucun franc n'a été piqué dans les caisses de Survie Cameroun pour des causes autres que ceux qui avaient été, ceux pour lesquels justement cet argent a été collecté, c'est-à-dire venir en aide dans le cadre de la pandémie. On parlera de ce qui a été fait de cet argent dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Mais revenons sur un autre cas. Après le premier audit de ACDB Consulting, il y a eu un second audit qui a été commandé par Maurice Kamto vis-à-vis du cabinet Ernst & Young basé à Paris. D'après Maurice Kamto, le cabinet aurait donné son accord de principe, mais s'est désisté par la suite à ce qu'il appelle lui-même, je cite, des pressions qui viendraient du Cameroun. Le cabinet a préféré se retirer. Aujourd'hui que les rapports sont disponibles sur la gestion, sur la clarté, je veux dire, les rapports ont été mis à la disposition de l'opinion publique.
il y a des voix qui s'élèvent une fois de plus pour eh bien, dénoncer cela, réitérer la question du vol de ces fonds. Ils ne font pas tout à fait confiance à l'audit qui a été réalisé. Est-ce que vous voyez toujours cette mainmise de la politique dans le cadre de cette affaire qui a quand même failli emporter une bonne partie des membres et sympathisants du MRC? Vous savez, le terrain politique, c'est le lieu par excellence de la violence. Très souvent verbale, mais également de la violence symbolique. Et les gens utilisent des moyens peu orthodoxes pour nous coller une image qui n'est pas la nôtre. Je voudrais dire que réellement, je peux comprendre la posture de certains qui n'aiment pas la vérité, qui n'aiment pas la clarté, qui n'aiment pas ce qui est blanc, ce qui est normal. Parce que le système les a phagocytés, ce n'est pas de leur faute. C'est-à-dire qu'on a vécu 40 ans dans un système où tout a été fait pour que les Camerounais ne soient pas en contact de la vérité. Tout simplement. Et aujourd'hui, on n'a qu'à regarder nos prisons pour comprendre. Il y a quelques années, quand il y avait cette histoire de corruption qui commençait, on avait dit au président Biya que des gens sont en train de voler l'argent de l'État, de piquer dans les caisses de l'État. Il a dit qu'il voulait les preuves. 20 ans après, on a commencé à arrêter des gens, de les mettre en prison. Des gens sont devenus riches sur le dos de l'État, alors que si à ce moment-là, on avait commandé justement des audits pour faire la clarté sur les suspicions qui pouvaient exister, on n'en serait pas là. Parce que le Cameroun, aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vais vous renvoyer au rapport de, comment on appelle ça, de la CONAC, qui dit que pendant près de 7 ans, le Cameroun a perdu pratiquement un budget d'une année. C'est-à-dire que le budget du Cameroun, les gars les ont volés pendant 7 ans. Le budget d'une année du Cameroun. Donc, c'est terrible. C'est-à-dire que nous, on ne va pas se limiter à ce que les gens disent. Les gens peuvent dire ce qu'ils ont dit. Mais aujourd'hui, je pense que clarté a été faite et on ne doit pas revenir dessus. Je pense qu'aujourd'hui, l'opération Survie Cameroun, ce qu'on doit retenir, c'est que le professeur Maurice Kamto l'a fait dans un élan de solidarité, dans un élan pour apporter son soutien et celui de tous les amis du Cameroun, n'est-ce pas, au peuple camerounais face à cette pandémie. Et donc, l'opération a connu un succès retentissant avec donc moins d'1 million d'euros, donc moins de 700 millions de francs CFA. On a vu ce qu'on peut faire avec peu de moyens quand les Camerounais sont unis. Je voudrais surtout pas qu'on questionne ce que le gouvernement camerounais a lui-même fait avec 180 milliards qui a été mis à leur disposition par le FMI. Justement, nous sommes là-dessus. Est-ce que il n'aurait pas été facile pour le MRC après cette collecte, de transférer aussi peut-être ces fonds ou du moins de s'associer à la démarche du gouvernement qui avait engagé une opération parallèle et qui a quand même connu une forte contribution de la part des nationaux, des opérateurs économiques de tous bords, des partenaires bilatéraux et multilatéraux du Cameroun. Est-ce qu'il n'aurait pas été tout simplement plus facile d'effectuer la même action, mais dans le sens d'une dynamique concertée vers l'option choisie par le gouvernement, parce qu'il s'agit quand même d'une pandémie qui touche tout le monde. Est-ce qu'il était besoin à ce moment de lancer une initiative privée à part entière qui aujourd'hui suscite tant de polémiques? Je voudrais vous dire que notre appel à solidarité dans Survie Cameroun a été lancé bien avant celui du gouvernement. Vous le savez très bien, parce que la pandémie était en train de prendre de l'ampleur et le professeur Maurice Kamto, je vous rappelle, avait fait 2 discours pour demander au gouvernement camerounais quelles sont les mesures qui devaient être prises pour justement lutter contre cette pandémie. On n'a rien vu venir et c'est pourquoi justement il a lancé cette opération. Je vous rappelle que dans le cours de cette opération, on a subi toutes les injustices. C'est-à-dire que des citoyens, des bénévoles camerounais, des citoyens camerounais qui partent distribuer des masques, des gels hydroalcooliques aux populations dans des marchés, ont fait 3 jours, 1 semaine de cellules, tout simplement parce qu'ils distribuaient des masques et des gels
alcoolique aux citoyens camerounais. Pourquoi vous n'êtes pas associé à la démarche gouvernementale? Rappelez-vous que le professeur Maurice Kamto est allé au ministère de la Santé mettre son don personnel d'une valeur de plus de 150 millions de francs CFA au gouvernement camerounais. C'est donc le ministre, vous le savez, de la Santé a refusé qu'il soit reçu. Alors, parce que, je rappelle que ce n'est pas Maurice Kamto en personne qui est allé. Parce que les dons avaient été remis à Survie Cameroun, c'est-à-dire celui qui portait, qui gérait opérationnellement, je veux dire, le projet, Christian Penda Koka, qui devait les remettre au ministre de la Santé. Et le ministre a refusé parce que, disent-ils, Survie Cameroun n'était pas légal, n'était pas une association légale, etc. Donc, je pense qu'il y a eu ce subterfuge-là qui existait et l'un n'empêchait pas l'autre. C'est-à-dire que Survie Cameroun fasse son travail, qui va toujours dans cet élan d'apporter du soutien aux Camerounais et que le gouvernement lui-même fasse le travail qui est sien justement pour apporter du soutien aux Camerounais. Je pense que l'un n'empêchait pas l'autre. Mais on a constaté tout simplement que les pontes du régime ont tout fait pour saboter justement cette opération-là, mais les Camerounais sont restés attentifs. Alors, une question qui revient quand même. Ils savent que, voilà, on a fait des choses. Qu'avez-vous fait de l'argent des Camerounais, Maurice Kemou? Qu'en avez-vous fait? Est-ce qu'aujourd'hui, il peut y avoir, est-ce qu'on peut demander aujourd'hui à avoir un audit de l'utilisation de ces fonds? Parce que ce dont on parle aujourd'hui, c'est une explication je ne sais pas comment je vais qualifier ça, du switch qu'il y a eu sur le montant collecté, mais sur l'utilisation qui a été faite de cet argent. Absolument. Je réponds donc clairement à votre question en disant que le coordonnateur qui a été nommé par le professeur Maurice Kamto pour justement gérer les fonds de Survie Cameroun, c'est M. Christian Penda Koka. Oui. Il reste à lui aujourd'hui. Parce qu'il faut dire que l'opération s'est clôturée il y a juste, je crois, 2 mois par là. Et aujourd'hui, ce n'est pas d'un audit dont on a besoin, mais d'un rapport de gestion. Oui. C'est-à-dire que c'est monsieur Christian Penda Koka qui doit donc faire son rapport de gestion et justement le remettre ce rapport-là à celui qui l'a nommé. Et je vais dire même au propriétaire intellectuel de cette opération qui était le professeur Maurice Kamto. Et Maurice Kamto, bien après, ferait également son rapport moral auprès du peuple camerounais. Donc, on attend tout simplement le rapport de gestion, le détail de la gestion qui a été faite des fonds réels reçus par M. Christian Penda Koka, coordonnateur justement nommé par Maurice Kamto pour gérer justement le projet. Vous avez semblé lancer des pics tout à l'heure à l'action parallèle du gouvernement. Le gouvernement qui a quand même réussi à mobiliser un peu plus de 180 milliards de francs CFA dans le cadre des fonds Covid. Le montant a été distribué, un audit a été commandé et d'après une correspondance du secrétaire général de la présidence de la République, il y aurait eu des malversations effectuées avec cet argent. Quel est le regard qu'au MRC vous jetez sur la gestion que le gouvernement a fait de cette pandémie? Écoutez, il y a quelques mois, je disais justement sur un plateau concurrent au vôtre que la gestion des fonds justement des fonds mis à la disposition par le FMI au gouvernement camerounais, donc cette gestion-là va amener certains pontes du régime en prison. Parce qu'on a vu aujourd'hui que avec 183 milliards, on a l'impression que on n'a pas vu de manière opérationnelle ce qui a été fait pour apporter justement du soutien, du réconfort au peuple camerounais avec 183 milliards. Alors, il y a des petites et moyennes entreprises qui ont reçu des financements. Il y a des allègements qui ont été consentis vis-à-vis du secteur productif. Non, on parle de la gestion des 183 milliards. Parce que ça, ce sont des mesures que peut-être le gouvernement a prises pour venir en aide aux structures privées, etc. Il y a un appui financier aux entreprises. Mais maintenant, de la gestion même, qu'est-ce qu'ils en ont fait de ces 183 milliards? C'est la question centrale. Aujourd'hui, je pense qu'il y a justement des audits qui ont été commandés par le gouvernement
pour faire la clarté auprès de certains gestionnaires de ces fonds. Et on a très bien vu qu'il y a eu des choses surprenantes. Parce que je vous dis, on peut voler en étant légal. Et c'est ce que ces gens font. Vous comprenez un peu? Quand, par exemple, on va au ministère du Commerce, parce qu'il faut dire que dans la mercuriale des prix de l'État, la mercuriale, c'est un peu le cahier des prix de l'État où chaque produit est renseigné au prix auquel l'État achète justement le produit. Quand on vend un thermoflash qu'on trouve sur le marché à 25 000 et on va dans le ministère du Commerce pour qu'on inscrive justement le thermoflash à 150 000. Donc, vous voyez un écart de 125 000. Quand on vend des gants de protection à 25 000, quelque chose qu'on trouve sur le marché à 7 000, c'est-à-dire que toutes ces surfacturations-là se fait de manière légale, mais on utilise justement ça pour donner donc des marchés à ses petits amis, sachant qu'il y aura des rétrocommissions après. Parce que si le gouvernement commande 10 000 thermoflash à 150 000 la pièce, vous avez 150 millions. Le type a acheté à combien? À moins de 50 millions, n'est-ce pas? Il a gagné 100 millions cadeau. Celui qui lui a donné le marché revient avec les rétrocommissions. Quand on dit on a construit quelques bâtiments, des pièces à Orca, etc., à des milliards de francs CFA. Et vous comprenez justement aujourd'hui la position, y compris de l'honorable, de ce député, de l'honorable Nietzsche, du SDF, qui justement a même demandé qu'une commission d'enquête parlementaire justement soit commise pour justement faire la clarification sur ces 183 milliards. Les gens ont bloqué parce que certains députés à l'Assemblée nationale défendent les intérêts pas du peuple camerounais, mais de ceux qui les ont mis là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on attend, justement, pour ceux qui critiquent l'opération Survie Cameroun, qui a connu dans son audit, on attend dans l'audit également du gouvernement pour savoir si les fonds ont été bien gérés ou pas. Mais comme je viens de vous expliquer, on peut voler en restant légal. Est-ce que vous avez des a priori sur la gestion de ces fonds? Mais bien sûr. Mais bien sûr, parce que moi, dans mon quartier... Vous supposez de fait qu'il y a eu des... Puisque ce que vous avancez, les exemples que vous prenez ne sont pas des faits concrets. Non, c'est concret. Je vous dis des choses concrètes. On a vu des marchés passer de gré à gré. Je vais vous rappeler que cela se faisait, je vais dire, on va peut-être convoquer l'urgence, mais il y a beaucoup de choses qui se sont faites, je vais dire, en violation flagrante du Code des marchés publics. Parce que le Code des marchés publics dit que tout achat de biens et services publics doit faire l'objet d'un appel d'offres. Mais dans ce cas, il n'y avait pas d'appel d'offres. Des marchés de 5 milliards, 7 milliards, 2 milliards qu'on donnait à ses amis, des entreprises qui sont créées en 2020, je vous dis bien, en 2020, qui n'ont aucune expérience, gagnaient des marchés. C'est-à-dire qu'on sentait que on créait justement cette entreprise parce que pour savoir si une entreprise vient d'être créée, il suffit de regarder son registre de commerce et de crédit immobilier. Donc, quand vous regardez sur le numéro du registre de commerce, il y a la date 2020. Ça veut dire que l'entreprise là est créée soit en janvier, soit en février pour justement réaliser des marchés. Et on donnait donc des marchés aux gens qui n'ont aucune expérience et c'est regrettable. Alors, est-ce que cela devrait détériorer, altérer, j'allais dire, les relations du Cameroun vis-à-vis de ses partenaires comme le FMI qui ont quand même demandé à avoir un certain droit de regard sur la gestion des fonds qui ont été mis à disposition du Cameroun et même qu'il y a un nouveau programme que le Cameroun est en train de négocier avec le Fonds monétaire international. Ça fait quand même beaucoup. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire qu'il y a péril sur ces programmes? Je crois que les institutions de Bretton Woods, notamment le FMI et la Banque mondiale, ont demandé justement
avoir la clarté, la gestion qui a été faite des 183 milliards, parce qu'il faut dire qu'il y a une seconde vague un peu plus virulente du coronavirus qui a commencé en Europe et qui justement se propage également dans nos pays. C'est en train de se propager au Cameroun avec des morts on se dit, qui se comptent à la qu'est-ce que le gouvernement va faire? Le gouvernement veut encore un autre prêt concessionnaire auprès des institutions de Bretton Woods, mais il vous demande, mais faites-nous la clarté de ce qui est de la gestion qui a été faite des 183 milliards qui vous ont été remis préalablement. Et donc, aujourd'hui, peut-être l'audit va permettre de rendre des comptes et que ceux qui ont piqué dans les caisses de l'État, comme je sais qu'ils l'ont fait, vont rendre gorge justement de cet argent-là. Parce que dans une situation de menace sanitaire comme celle-ci, si les gens peuvent voler, c'est-à-dire, c'est le mot, voler l'argent qui doit servir à la santé des Camerounais, ça veut dire qu'ils n'ont plus de cœur. Et on ne peut pas faire la politique si on n'aime pas son peuple et si on n'aime pas que son peuple soit en santé. Alors, le Cameroun, les trésors publics qui connaît quand même des difficultés de trésorerie, les recettes des années précédentes ont été réduites drastiquement à la baisse. Le Cameroun était parti sur l'hypothèse d'une relance en 2021, mais tel que ça se présente, il y a une deuxième vague qui pointe à l'horizon. L'économie est menacée. Le Cameroun entend recourir à la dette systématiquement pour financer son déficit budgétaire. L'encours de la dette publique du Cameroun est estimé à plus de 10 300 milliards de francs CFA. D'après vous, est-ce qu'on devrait continuer à aller vers ce chemin-là, à multiplier les stratégies d'endettement pour combler le déficit qu'on a déjà jusqu'ici? Mais écoutez, vous savez que le gouvernement déjà et la Banque mondiale ne s'accordent pas sur les taux. Parce que d'aucuns vous disent que la dette est encore soutenable. Si, elle est soutenable parce qu'elle est on est à moins de près de 46% du PIB. Donc, moins de 70% du seuil applicable dans la zone CEMAC. Je voudrais donc vous dire qu'il ne faut pas qu'on utilise les chiffres pour tromper le peuple camerounais. C'est pas de la tromperie, je veux dire, ce sont des normes. Non, ce sont des normes. Oui. Et on vous dit que, mais je vous dis que vous pouvez être à 10% du PIB, votre dette n'est plus soutenable. Vous pouvez être à 200% du PIB et votre dette est soutenable. Dans quelle mesure? C'est-à-dire, expliquez-nous. Je vous explique. Le Japon est endetté à près de 200% de son PIB. Oui. Mais la dette japonaise est émise auprès du citoyen japonais. En fait, c'est une dette interne. Oui. Et elle a des conditions telles que si le Japon veut la faire rembourser, il suffit de lever les impôts, etc. Revenons donc au Cameroun. Notre dette est une dette extérieure. Oui. Libellée donc en devises étrangères. Et donc aujourd'hui, ce n'est pas plus de le montant de la dette, ou bien ramener le pourcentage de la dette par rapport au PIB qui montre que cette dette est soutenable. Le problème, c'est ce que nous faisons de notre dette. Je prends un exemple. Si vous prenez la dette pour faire une usine de manioc, sans manioc, à 100 Mélima, est-ce que cette dette-là est de nature à améliorer, je veux dire, le cadre de vie des populations de 100 Mélima? Si vous prenez une dette de 75 milliards à Exim Bank China pour offrir des jouets aux étudiants, 500 000 ordinateurs qui aujourd'hui sont vraiment, c'est moins que mon téléphone, cette histoire-là. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que c'est n'importe quoi parce que je vous dis encore dans le cadre de mon travail professionnel, je reçois les étudiants au cabinet qui viennent faire des stages. Quand vous installez les logiciels dans cette ça plante en fait, ça commence à tourner là seul. Parce que ça n'a même pas de capacité, rien, vraiment c'est un jouet, n'en parlons pas. Donc, si vous prenez une dette comme celle-là pour offrir des jouets au Cameroun, est-ce qu'aujourd'hui, si on fait, je veux dire, le rapport de gestion ou bien le rapport qualité de cet ordinateur auprès des étudiants, est-ce que ça a vraiment servi la cause pour laquelle on les offre aux autres? C'est néant aujourd'hui. La dette est soutenable, mais la stratégie d'endettement est mauvaise. C'est ce que vous dites. Est mauvaise. Donc, il ne suffit pas de prendre des dettes. Et aujourd'hui, il y a des partenariats publics-privés. Ce n'est pas pour tout que l'État doit aller prendre des dettes. Si vous prenez des dettes pour construire un port à Kribi,
Oui. Vous comprenez un peu? Ce port-là qui est terminé aujourd'hui, mais qui en réalité est un éléphant blanc. Parce que les hypothèses qui ont conduit à la construction du port de Kribi, c'était l'acheminement des minerais. Rio Tinto Alcan, c'est-à-dire le géant minier américain qui était là, est parti toujours à cause des histoires de corruption parce qu'il fallait transporter, il fallait même un chemin de fer pour transporter le fer de Balam, la bauxite, etc. Donc c'était... Voilà, etc. Et aujourd'hui, ce port-là est terminé, mais il n'y a pas de quai. Vous comprenez un peu? Il n'y a pas de quai. Et en même temps, parce qu'il faut dire, en même temps, le Gabon faisait un port en eau profonde, la Guinée faisait un port en eau profonde, etc. Et en termes de position, pardon, le Cameroun n'avait pas la plus bonne position parce que c'est d'abord Dakar, voire Bamako, etc. Donc, aujourd'hui, il faut quand même le dire, la dette n'est plus soutenable, pas par rapport au pourcentage du PIB, parce que nous prenons tout simplement des dettes improductives. Alors, qu'on s'entende bien, la soutenabilité de la dette... vous allez me laisser terminer. Je vais tout simplement dire que c'est beaucoup d'hypothèques sur les futures générations. Parce qu'aujourd'hui, les futures générations, tout simplement, ne peuvent pas, vont subir justement cette dette-là pour des années à venir. Et ceux-là, c'est nos grands-papas. Je ne vais pas les appeler des gestionnaires, mais nos grands-papas qui décident de prendre cette dette aujourd'hui, ce ne sont pas eux qui vont rembourser. Alors, la soutenabilité de la dette suppose la capacité à rembourser la dette. Alors, ça veut dire que si vous prenez la dette... Jusqu'ici, le Cameroun n'a pas fait de défaut de paiement. Le Cameroun a honoré ses échéances de paiement et à cause de la résilience des Camerounais. Il faut le dire. Oui. L'argent ne sort pas de la poche de ces gens-là. C'est à cause des impôts des Camerounais. Mais ce que je voudrais vous dire, quand les Camerounais payent les impôts, ce n'est pas pour rembourser les dettes. Vous comprenez un peu? Une dette est soutenable quand le projet pour lequel on prend la dette peut être rentable. Si vous prenez une dette pour construire des stades, bon, je ne dis pas qu'il ne fallait pas des stades, mais est-ce que avec l'engouement qu'il y a autour du football aujourd'hui, il n'y a plus d'engouement comme dans les années 90, etc. Est-ce que nos stades sont remplis? Donc ces stades ne peuvent pas rembourser ces dettes. Or, si le Cameroun prend une dette pour construire l'autoroute Douala-Yaoundé, même comme il y a des surfacturations, mais supposons que l'autoroute soit bien construite et qu'il y a des péages, etc., on sent que c'est l'argent collecté de ces péages qui devrait permettre de rembourser la dette. Ce n'est pas de prendre l'argent des Camerounais, des impôts des Camerounais, qui est censé servir au social pour aller justement rembourser les dettes et les mettre sous forme de subventions dans des entreprises qui sont censées être performantes. Parce que je voudrais vous dire aujourd'hui, vous avez une entreprise publique comme Camerco, où on va dire que c'est entreprise publique, mais davantage fierté nationale, d'après ce que disent les membres du gouvernement. D'aucuns disent que c'est une entreprise aérienne, machin, mais je dis Camerco est une compagnie terrestre où tout le monde vole, sauf les avions. Et une entreprise aujourd'hui où... les avions volent quand même depuis le début de cette année. Il y a quand même une desserte nationale. Camerco a combien d'avions? Il y a quand même une desserte nationale qui est assurée depuis le début de les avions, année. Bon, vous savez bien de vous faire leur avocat. Non, mais tous les Camerounais savent que Camerco aujourd'hui est une compagnie qui a perdu depuis le mois de février, Camerco a repris les vols internes. Oui, au plan vous allez le dire. Voilà. Mais aujourd'hui, est-ce que c'était l'idée que le président Ahidjo avait quand il créait donc la Cameroun Airlines? Ce n'était pas ça. Oui, le Cameroun desservait les États-Unis, l'Europe, les pays d'Europe, etc. Oui, donc aujourd'hui, desservir les villes du Cameroun ne peut pas rentabiliser Camerco. Il faut quand même le dire. Revenons sur la dette. À partir de 2023, le Cameroun sera appelé à rembourser son eurobond contracté en 2015 au rebord d'un peu plus de 450 milliards de francs CFA, l'argent qui avait été contracté pour financer le plan d'urgence triennal 2015-2017. Il faudra rembourser à partir de novembre 2023. Et bien pour le faire, le Cameroun a choisi d'opter pour le refinancement. Entendez par là un nouvel emprunt émis sur le même marché, le marché européen des titres publics, à l'effet de contracter le même montant et de reverser donc aux souscripteurs du premier. Donc c'est un second et de devoir toujours. Et de devoir en réalité.
C'est une stratégie de remboursement. Maurice Kamto s'est exprimé sur cette affaire à travers un communiqué. Il juge tout à fait irresponsable cette manière de procéder. Maurice Kemou, aujourd'hui, le refinancement est un mode qui est quand même usuel, coutumier sur les marchés financiers. Ce n'est pas une panacée du Cameroun. Est-ce qu'on devrait... rien que pour ça, jeter la pierre au pouvoir public qui font quand même face à une situation inédite. Vous avez la guerre dans certaines parties du pays. Le ministre des Finances a rassuré sur le fait que la guerre coûte énormément d'argent au Cameroun. Vous avez la crise sanitaire qui a démarré. Est-ce que le Cameroun avait les leviers nécessaires pour mobiliser les fonds en vue de rembourser cette dette? Écoutez, vous avez bien fait de dire que les 450 milliards pris en eurobonds en 2015, ont servi d'une part pour le plan triennal jeune. Oui. Mais vous savez le plan d'urgence triennal, pardon. Vous savez à quoi a servi une grosse partie également de cet argent? C'est de financer la matière première de la Sonara. Notre compagnie pétrolière qui transforme le pétrole. Donc, qui n'est plus en activité depuis quelques années. Donc, vous voyez que voilà une entreprise publique qui est censée produire de l'argent, mais on prend une dette pour aller la mettre, cette dette-là, sous forme de subvention dans une entreprise qui est censée être performante. Le problème de notre économie aujourd'hui, et parce que l'économie intègre la dette également, comme vous le savez, c'est justement c'est une particularité camerounaise quand même que des gens, on a l'impression qu'ils vivent dans un autre monde et qu'ils ne comprennent pas l'évolution globale du monde. Parce que vous ne pouvez pas avoir des entreprises qui sont en réalité des gouffres à sous, c'est-à-dire Camerco, Sonara, son temps, etc., qui ne produisent pas de l'argent. Mais laissez survivre ces entreprises. Alors, non, je vais pas vous laisser survivre ces entreprises. Alors, je vous dis bien qu'une partie de cet argent a servi pour aller acheter le pétrole brut de la Sonara. Je ne vais pas vous laisser dire que la Sonara ne produit pas de l'argent. Je dis bien, il y a beaucoup d'entreprises qui sont en réalité pas Sonara en tant que tel, mais je dis, beaucoup d'entreprises ne produisent pas. Parce qu'en même temps, on vous dira aujourd'hui que le chantier naval, il faut une dizaine de milliards. Si on parle, tout à l'heure, on parlait de Camerco, vous savez qu'il y a 110 milliards de dettes à Camerco. Donc, pour relancer Camerco, il faut rembourser justement cet argent et acheter la flotte. Parce qu'il faut de la flotte pour faire tourner la compagnie. On va vous dire, Camtel, il faut également de l'argent. Vous ne voyez pas... Alors, où est-ce qu'on prend cet argent? Mais où est-ce qu'on prend alors? On recourt à la dette. La dette permet d'investir. Pour mettre dans les compagnies qui sont censées être performantes, mais sans être sûr qu'en mettant cet argent, ça va fonctionner. Parce que le problème, c'est la gestion des entreprises publiques également. Alors, quelle est la solution au MRC? Il ne suffit pas sur la gestion des entreprises publiques. Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut libéraliser complètement? Est-ce que vous êtes pour une liberté totale du marché où l'État se retire de la concurrence des entreprises et ne fait qu'un rôle de régulateur? Est-ce que vous pensez que l'État ne devrait plus intervenir sur ces segments? Mais écoutez, vous parlez là du système d'économie qu'on a, c'est-à-dire une économie libérale. Oui. Dans une économie libérale, ce n'est pas que forcément l'État se retire. L'État est là comme régulateur. Oui. Mais si l'État veut également investir, parce que Camerco est une entreprise publique. Donc c'est des investissements de l'État. Oui. Si l'État veut donc investir également, il faudrait, puisqu'on n'est plus à l'État, comment on appelait ça, l'État providence, où l'État donnait, etc. Aujourd'hui, les ressources s'amenuisent. Et si on veut être entreprise, il faut être véritablement entreprise. Il n'y a pas deux arithmétiques. Une pour les entreprises publiques et une autre pour les entreprises privées. Quand vous êtes entreprise, vous êtes entreprise. Et il y a des indicateurs universels pour évaluer la rentabilité ou bien pour évaluer la performance d'une entreprise, que ce soit du point de vue de sa rentabilité, de la couverture de ses dettes, de sa profitabilité, etc. Donc, il y a des indicateurs qui montrent si une entreprise est viable ou pas. Mais aujourd'hui, on a des entreprises publiques qui ne sont pas viables parce qu'on paye les impôts ou on prend des dettes pour les mettre sous forme de subvention dans des entreprises qui sont censées être performantes. Moi, je préfère, en tant qu'État, que les populations me payent les impôts
Moi, je prends ces impôts pour m'occuper du social. Oui. Parce que quand les Camerounais payent les impôts, c'est pour améliorer leur cadre de vie, construire des routes, des écoles, les etc. entreprises. Ce n'est pas de les prendre et les mettre dans des entreprises, Sur les entreprises, qui sont censées vous êtes marcher. d'accord sur le principe que l'État devrait un peu intervenir sur le segment, mais Absolument. si je vous comprends bien, le problème, c'est les hommes. Oui, c'est les hommes. Parce que quand vous prenez, par exemple, un administrateur civil principal pour le mettre à la tête d'une grosse structure, directeur général d'une structure qui demande des connaissances techniques et pratiques dans un domaine, vous comprenez que vous mettez quelqu'un qui n'a pas de vision, qui n'a pas, je vais dire, les éléments, les atouts nécessaires pour mener à bien ces entreprises, même s'il a du management, mais il y a des secteurs dans lesquels il faut des techniciens du domaine pour conduire justement l'opération. Et malheureusement, dans notre cas, on a l'impression que le politique domine surtout parce que voilà, les gens occupent des postes à cause des faveurs politiques. Qui Alors, leur certains estiment qu'on devrait procéder, par exemple, par appel d'offres pour recruter ces mandataires sociaux-là et que c'est ce qui pourrait en tout cas apporter un peu plus de performance à ces différentes entités publiques. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette hypothèse-là? Quel que soit le moyen par lequel on recrute, qu'on fasse un appel d'offres, etc. Mais il faut simplement que celui qu'on met à la tête de l'entreprise ait un cahier des charges, ait des objectifs et qu'il soit évalué sur la base des résultats qu'il produit. C'est comme ça que fonctionnent toutes les entreprises du monde. On ne peut pas donner une entreprise à quelqu'un sans feuille de route, sans cahier de charges. Il ne sait même pas pourquoi il est là et vous attendez les résultats de cette personne. Aujourd'hui, il faut qu'on arrête de dire que, par exemple, comme Cameco est une fierté. Parce que c'est un gouffre à sous, ça nous coûte de l'argent et vous dites que c'est une fierté. Non, les Camerounais n'ont pas besoin absolument d'une compagnie aérienne. Vous comprenez un peu? Encore que combien de Camerounais prennent les avions. Donc, ou bien vous donnez cette entreprise à un repreneur privé qui vous paye de l'impôt parce qu'il va mettre ses fonds, mettre les moyens, avoir de la flotte et il va produire de l'argent. Et de cet argent, il va payer l'impôt à l'État. Et cet impôt qu'on paye à l'État va servir à l'État de s'occuper du social, tout simplement. Donc, si l'OTAN ne peut pas... Je rappelle que la cession de Cameco à un privé est bien évidemment une option envisageable, sauf que, bien entendu, il y a des dettes énormes, puisque la cession implique les actifs et les passifs. Absolument. Et je voudrais vous faire remarquer que Cameco a connu les mêmes problèmes que Ethiopian Airlines, Kenya Airways dans les années 80. Mais demandez-vous pourquoi ces compagnies marchent aujourd'hui. Je regardais l'autre jour, il y a quelques mois, Kenya Ethiopian Airlines qui fêtait son centième avion, Boeing. Mais aujourd'hui, Cameco n'a aucun Boeing. On a, je crois, les M60 des Chinois là, qui portent à peine 40 personnes. Donc, je voudrais dire aujourd'hui que ces compagnies marchent parce que l'État, justement, s'est retiré de ces compagnies. Et malgré les changements politiques en Éthiopie et au Kenya, l'État ne s'est jamais interféré dans les affaires internes d'Ethiopian Airlines et de Kenya Airways. Et on voit comme ces compagnies marchent. Merci, Maurice Kommo. Nous sommes en train d'assister à une deuxième vague de coronavirus à travers le monde et fort probablement aussi au Cameroun. Faut-il attendre qu'une seconde levée de fonds soit effectuée au niveau du MRC? Est-ce que c'est envisageable aujourd'hui? Bon, je pense que c'est une question qui ne relève pas de ma compétence. S'il fallait qu'on le fasse, on le referait encore. Parce que je pense qu'on ne peut pas faire la politique si on n'aime pas ses concitoyens. Voilà. Et le professeur Maurice Kamto aime ses concitoyens. Et je pense que s'il y a nécessité, il le fera encore pour le bonheur de ces populations qu'il aime tant. Merci. C'était pour vous, Maurice Kommo, comptable fiscaliste et par ailleurs militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Merci, Maurice, d'avoir accepté notre invitation. Ce fut un immense plaisir d'échanger avec vous. Merci également de m'avoir convié sur votre plateau. Merci à vous, très chers téléspectateurs. On se donne rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de votre émission Réalité économique. En attendant, restez toujours scotchés sur les programmes de Humanitarian TV. Bonsoir.